Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Agri TV. Tout de suite, les titres. Le Cameroun envisage de produire annuellement 1,2 million de tonnes de riz pour les 10 prochaines années. Comment pourra-t-il atteindre ses objectifs? Les réponses dans ce journal. Les vendeurs ambulants de fruits, même s'ils sont jugés encombrants par la communauté urbaine de Yaoundé, ils s'avèrent avoir un rôle important dans le circuit de distribution des fruits. Découvrez-en davantage dans ce journal. Si vous aimez les hannetons blancs, eh bien, vous avez de la chance. Agri TV vous emmène à la découverte du circuit allant de sa trouvaille à sa consommation de ce mets réservé. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, les développements. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à Agri TV. Bienvenue au journal. Le Cameroun envisage de produire pour les 10 prochaines années 1,2 million de tonnes de riz conformément aux objectifs du programme de développement de la filière risicole. Il faut savoir, cela sera difficile car actuellement, le pays peine à atteindre les 120 000 tonnes. Comment comprendre ce gap et surtout comment le résorber? Tentative de réponse avec Joël Ifon. La réalisation d'un tel objectif, à savoir booster la production annuelle d'1,2 million de tonnes de riz, viendra à coup sûr résorber le déficit de production et limiter les importations de riz qui engloutissent en moyenne 150 milliards de francs CFA. Mais pourquoi ce déficit? À l'heure actuelle, le Cameroun produit pour 120 000 tonnes de riz par an et on importe plus de 600 000 tonnes de riz. Vous voyez le gap? Or, le riz qui est produit, les 120 000 tonnes, ça se situe pas autour de Yaoundé. C'est à Yagua, c'est à Ndop. Vous transportez avec quoi? Le coût de transport d'un kilogramme de riz de Yagua à Yaoundé, c'est 3 fois supérieur au coût de transport d'un kilogramme de riz importé de Thaïlande à Yaoundé. Voilà la réalité. Cependant, étant l'un des produits les plus consommés au Cameroun et au regard d'un certain nombre de facteurs endogènes empêchant le développement de cette filière risicole, ce énième projet serait loin de tenir la promesse des fleurs. Combien de tracteurs, combien de semences, combien de paysans bénéficient des subventions, combien de distributeurs bénéficient des appuis pour pouvoir distribuer. Ici, chez nous, dans notre système de fonctionnement, on parle plus qu'on agit. Face à cette situation de déficit, les objectifs poursuivis ne peuvent être atteints que si un certain nombre de décisions conséquentes sont prises, même si ce programme bénéficie de l'appui financier et l'expertise technique des partenaires au développement, en l'occurrence la Chine, la Corée du Sud et le Japon. D'après les services compétents du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la production annuelle de riz est estimée à 100 000 tonnes environ pour une demande annuelle estimée à plus de 300 000 tonnes. Un impressionnant gap qu'il va donc falloir combler à tout prix si le Cameroun veut atteindre une production annuelle d'1,2 million de tonnes dans les 10 prochaines années. Parlons à présent de l'aubergine, un légume peu ou pas assez connu des Camerounais qui pourtant recèle de différentes vertus alimentaires. Alors focus sur l'aubergine dans ce reportage. L'aubergine. Ce légume peu apprivoisé dans les habitudes alimentaires de nombreux consommateurs est pourtant très présent sur les étals des marchés et accessible à toutes les bourses. Il y a 2 variétés. Il y a la variété blanche et l'autre qui est vert. Et quand ça il y a trop milon, ça devient rouge comme vous voyez là. On vend en tas. Il y a l'état de 100 francs, il y a l'état de 500. Mais étant un produit de saison, les zones de culture de ces légumes sont bien déterminées. Il y a certaines aubergines qui viennent de l'ouest. D'autres qui ont la couleur blanche là, sortent d'ici aux environs de Yaoundé. Consommé cru ou cuite, ce légume pourrait bien surprendre plus d'un, car riche en fibres, vitamines, minéraux et en antioxydants. L'aubergine remplace la viande et donne une bonne texture et saveur aux recettes. Excellente pour la santé parce que meilleur allié du régime minceur et autres cas d'affection. Il y a plusieurs façons de consommer les aubergines. Il y a ceux qui mangent ça cru comme ça, il y a d'autres qui font les sauces avec. On dit que c'est très bien pour l'organisme. Il y a les gens qui souffrent du diabète là, on leur conseille ça à l'hôpital de prendre. Parce qu'il y a l'amertume là-dedans. Parce que les diabétiques prennent les choses un peu amères. Elle cache ainsi une importante quantité d'éléments nutritionnels indispensables à un bon équilibre alimentaire. Les vendeurs ambulants de fruits se sont progressivement installés dans le paysage urbain au point de devenir incontournables. Mais ce que l'on sait moins, c'est que cette activité est devenue un véritable métier
qui aujourd'hui permet de rapprocher les produits des consommateurs. Alors, les rouages du métier de vendeur ambulant de fruits, c'est dans le reportage qui va suivre. Ils sont présents dans notre quotidien, à de nombreux carrefours, en bordure de route, toujours en train de proposer des fruits, parfois même à travers les vitres de nos véhicules. On ne le réalise pas tout de suite, mais cependant, le métier de vendeur ambulant est une activité qui a pris de l'ampleur dans les grandes villes particulièrement ces dernières années. Ils sont de plus en plus nombreux à se munir de plateaux et de porte-tout afin de proposer leurs fruits directement aux clients, et ceci pour des raisons toutes simples. La consommation de fruits n'est pas notre culture en fait. Donc on propose, c'est comme ça qu'on a commencé. Oui. Quand la part a commencé, les gens ne savent pas ce que c'est. C'est en proposant comme ça au fur et à mesure que la consommation a grandi. Et on a eu aussi les distributeurs donc, qui proposent aux clients qui venaient prendre en quantité. Les fruits doivent être vendus à, vous voyez un peu, clients consommateurs, distributeurs consommateurs directs. Donc doivent être mis en contact du consommateur. Ces vendeurs jouent donc un rôle majeur dans la chaîne de valeur des fruits. Ils assurent l'écoulement de la production plus rapidement sur le marché du détail. Ils permettent ainsi de limiter les pertes. En effet, il faut le reconnaître, les fruits étant des vivres frais rapidement périssables, ils doivent être vite écoulés et consommés. Ces vendeurs ambulants sont importants aussi pour les clients car ils leur permettent de consommer des fruits à moindre coût. Les marchandises, comme elles viennent, elles ne peuvent pas se vendre en gros dans les marchés. Il y a les gens qui n'ont pas assez de moyens pour aller dans les marchés suffisamment pour prendre peut-être un cajou peut-être de 5 000 ou 10 000. C'est pour ça que nous sommes obligés d'aller en route pour vendre en pièces, pour aider certains Camerounais qui n'ont pas suffisamment de moyens, qui peuvent prendre au moins la pièce à 200 ou 100 francs. Ananas, pastèques, oranges, mangues et bien d'autres. En fonction de la saison et de l'abondance, le vendeur ambulant de fruits peut aisément adapter son activité. Il faut reconnaître que ce métier ne demande pas une formation particulière, mais cependant, si on veut s'y lancer, il faut être doté d'une forte volonté et surtout s'avérer passionné. Ce qui m'a lancé à aller dans cette activité, parce que dans le commerce, on ne fait pas un concours. Si tu as juste une relation qui va te dire que si tu peux venir rester à côté de moi, et on commence à vendre, tu vois comment je vends, petit à petit, tu commences aussi à t'initier pour que demain, tu peux aussi être commerçant comme moi. Dans la ville de Yaoundé particulièrement, les vendeurs ambulants de fruits ont comme principale difficulté la communauté urbaine. Ces débrouillards sont très souvent victimes de la destruction ou la saisie de leurs marchandises, tout comme de leur matériel de travail, les raisons principales étant qu'ils n'ont pas de lieu précis pour exercer leur activité. Face à cela, ils sont bien évidemment les premiers à faire des propositions. Ce qu'on peut demander au gouvernement pour qu'il nous aide à évoluer dans notre métier, c'est que s'ils pouvaient nous donner un peu la latitude, certains espaces où on peut exercer en détaillant ces fruits pour que les pauvres qui ne peuvent pas en acheter en gros dans le marché peuvent aussi en acheter dehors. Bon, si le gouvernement peut nous aider pour nous trouver certains endroits, bon, on nous dit peut-être il y a des zones à la poste, vous ne pouvez pas passer là-bas. Si tu passes la mairie, tu peux vendre peut-être, ben, toi, mais qu'il n'y a pas la mairie. Peut-être là, on peut se comprendre. Là, du côté de toi, mais on peut passer pour chercher comment on peut vendre. Une chose est sûre, au regard de l'augmentation du nombre de vendeurs ambulants de fruits dans la ville de Yaoundé, l'activité est rentable à plus d'un titre. Il ne reste plus qu'aux autorités compétentes à délimiter le cadre formel de cette activité qui finalement s'avère essentielle dans le circuit de distribution, tout comme dans le circuit de commercialisation des fruits. Le hanneton blanc est une chenille très convoitée déjà de par son goût, mais aussi pour la valeur qu'elle revêt dans nos cultures et nos traditions. Ce verre très rare est depuis sa découverte jusqu'à sa consommation, en passant par sa préparation, une affaire réservée. C'est du moins ce qu'on pourra retenir de ce reportage que signe William Bangonier. Le hanneton blanc. Ce verger en corps ondulé dont de la couleur rosâtre se rapproche du blanc est l'élément de base d'un plat très convoité par les adeptes d'une alimentation dite réservée. Ce produit est en effet issu du tronc de palmier dont la structure interne est en décomposition avancée. Du fait de sa rareté,
Le commerce du hanneton est affaire de ces dames qui seules détiennent le secret de l'approvisionnement et qui d'ailleurs souhaitent le garder juste pour elles. Ce verre, à côté de ces autres verres, n'est pas utilisé pour servir de vase de breuvage à ces hannetons. Il est en réalité l'unité de mesure de ces limaces. Une mesure qui d'ailleurs vaut de l'or, car elle a une valeur de 3000 francs par mesurette de hanneton. Homologué ou non, ce prix est appliqué par toutes celles qui font le commerce du hanneton. Si ce produit est vendu cher, il ne décourage pas pour autant les amateurs de ce produit. Concernant les hannetons blancs, j'aime bien ça. C'est très succulent et c'est très bon pour la santé aussi. Le son bassa, on soigne avec ça et pour certains traitements aussi. Bon, moi particulièrement, je mange parce que vraiment j'aime cela et j'aime manger ça avec du plantain mûr. Très peu connu du grand public, le FOS, comme on l'appelle dans plusieurs localités du pays, ne se trouve pas dans tous les marchés. Si la plupart des parents et grands-parents le connaissent, il n'en est pas de même pour les jeunes. Ceux de cette génération qui en ont la connaissance en sont marqués à vie. C'est la grand-mère au village qui nous préparait souvent ça quand on était au village. Mon plat préféré, c'est mon plat préféré. C'est nourrissant, c'est bien nourrissant. C'est bon avec le macabo blanc surtout, et le macabo blanc, oui. Le hanneton blanc ou encore grosse seigneur blanche est donc un délice d'après la majorité. Si sa consommation n'est pas répandue, c'est juste parce qu'il n'est pas à la portée de tous. Sa préparation est un secret de grand-mère, sa provenance un mystère et son marché encore un autre secret. C'est donc dire que le hanneton est une tradition à conserver. L'alimentation équilibrée ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Cette notion, en fonction de celui qui l'aborde, est perçue différemment, mais on peut retenir qu'elle n'est pas assez appliquée. Alors pour en savoir davantage, nous avons rencontré une nutritionniste, Émilie Kabiwa, qui va nous en dire plus au micro de William Bangonier. Je voudrais dire que la production des globules du sang, et particulièrement celle des globules rouges, nécessite une alimentation suffisante et équilibrée. Et la dénutrition est une cause de manque de globules rouges. Maintenant, pour des personnes qui ont un problème de manque de sang, généralement appelé anémie, il est important de favoriser certains aliments. On va par exemple parler des légumes verts, tout ce qui est vert. On va voir le folon, le poème, le zom, le ndolé. Et il faut aussi préciser que ça dépend de la préparation, parce que quand vous préparez votre folon et que vous avez fait bouillir, vous avez fait partie tout le liquide provenant des légumes, vous n'aurez pas les nutriments qu'il faut. Donc il est toujours important de manger les aliments de manière naturelle et si possible cuits de manière artificielle. Donc il ne faut pas trop cuire les légumes mais conserver le jus des légumes. Donc on a parlé des légumes verts de manière naturelle. Également, il est important d'avoir les crudités. On mange de moins en moins du cru. Donc, on a des salades, la carotte, la betterave. La betterave, déjà, c'est très bon pour le sang. Donc, vous pouvez prendre la betterave en jus ou vous pouvez aussi le prendre cru. Et quand vous avez à faire vos crudités, autant que possible, faire le plus simplement. Le plus simplement, vous n'avez pas besoin de mettre du vinaigre, vous n'avez pas besoin de mettre de la mayonnaise parce que là c'est gras et la digestion également est entravée. Donc quand vous devez faire votre salade de crudité, vous utilisez du citron à la place du vinaigre. Là aussi, il faut prendre beaucoup de crudités parce que les crudités sont essentielles pour la formation des globules rouges. Également, il est important d'avoir du riz complet. Nous mangeons beaucoup du riz blanc. Le riz blanc n'a pas tous les nutriments qu'il faut. Donc si vous avez l'habitude de manger beaucoup de riz blanc, essayez de varier. Trouvez du riz complet, on en a sur le marché. Là, ça contient aussi beaucoup de minéraux qui aident dans la formation des globules rouges. Vous avez aussi l'ail qui fortifie le système immunitaire et qui aide à fluidifier le sang et à nettoyer tout ce qui peut engorger, tout ce qui peut favoriser que le sang soit encombré. Le calendrier agricole est perçu comme la boussole qui permet aux cultivateurs de savoir quoi planter, quelle activité mener en fonction des saisons. C'est donc un véritable outil de mesure des performances. Pourtant, au vu des changements climatiques, il tend à se dérégler. Alors, que faire
face aux perturbations du calendrier agricole? Les réponses dans ce reportage. Le calendrier agricole indique dans le temps la succession des itinéraires techniques. Les périodes indiquées pour chaque opération sont recommandées par la recherche étant définies comme optimales afin de permettre à la plante de développer le maximum de son potentiel. Il constitue donc un aspect important dans l'amélioration de la gestion des ressources. Son respect est déterminant dans l'augmentation de la productivité et de la production. Malheureusement, avec le réchauffement climatique, les experts prédisent de nombreuses répercussions sur les modes de vie et particulièrement sur les calendriers agricoles. Au Cameroun, ces changements sont déjà perceptibles. Tous les cultivateurs chevronnés peuvent déjà remarquer l'arrivée tardive des pluies, le prolongement des saisons sèches. Et il faut le dire, cela sème la confusion sur le moment des semailles. Les saisons qui étaient jadis une certitude deviennent insaisissables. Le calendrier agricole du Cameroun prévoyait, particulièrement dans la partie méridionale du pays, 2 saisons sèches et 2 saisons de pluie. On avait entre août et la mi-novembre la grande saison de pluie, la petite allant de mars à juin. La petite saison sèche pour sa part allait de la mi-juin à la mi-août et la grande de mi-novembre à la mi-mars. Aujourd'hui, avec les dérèglements climatiques, les cultivateurs, tout comme les paysans, ne sont plus sûrs de rien. Évidemment, ce sont les rendements qui en pâtissent. La perturbation du calendrier agricole est une menace pour la sécurité alimentaire car elle peut entraîner l'échec total d'une campagne agricole. Déjà en 2016, le Cameroun avait enregistré une sévère perte dans sa production de riz, 70% des plants ayant été mis en terre en retard. Face à ces changements, l'heure est à l'adaptation. Ceci passe notamment par les semences améliorées et les techniques d'irrigation qui peuvent permettre dans une certaine mesure de contrer les effets sur les rendements. La pisciculture, cette activité qui consiste à la production domestique de poissons, est de plus en plus répandue dans le vocabulaire du monde agropastoral. Cependant, qu'en est-il des consommateurs qui sont finalement les cibles principales de l'activité? William Bangonier a rencontré quelques citoyens de la ville de Yaoundé. Voici leur réponse au sujet de ce qu'est la pisciculture. La pisciculture, c'est l'élevage des poissons. Comment dirais-je? En fait, c'est une science qui nous apprend à élever les poissons. On fait des étangs, on met de l'eau à l'intérieur et puis, j'oublie même les aliments du poisson. Et puis, on entretient les poissons pour qu'ils puissent grandir. C'est ça la pisciculture, l'élevage du poisson. La pisciculture, je crois bien que c'est une étendue d'eau pour élever les poissons. Bon, moi, je pense que c'est l'élevage des poissons. Enfin, la pisciculture, moi, je crois que c'est une forme d'élevage des poissons. Les gens qui ont des étangs de poissons et tout ça, ils élèvent les poissons. Ce sont les éleveurs de poissons. Je pense que ce domaine-là, c'est ça qu'on appelle la pisciculture. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal réalisé avec l'aide de l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Agri TV et n'oubliez pas, nous sommes en ligne via YouTube.